Hello, bienvenue sur Sales Attitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jules, qui est Head of Sales chez Calesia, une entreprise spécialisée dans tout ce qui est gross marketing, qui accompagne des startups, des PME à améliorer leur croissance et leur chiffre d'affaires. Et on va parler d'un sujet qui tient, je pense, à cœur de tous les commerciaux, qui est de comment raccourcir son cycle de vente et être plus efficace. D'introduire et de parler de ce sujet, je te laisse te présenter, Jules, et je te remercie encore d'être venu sur le podcast. Ben, merci à toi, Kevin. Tu l'as tellement bien fait au niveau de la présentation. C'est compliqué de passer après ça. Mais du coup, ouais, tu l'as dit, Jules Gardère, Head of Sales, associé chez Skelisia avec Christian et Benoît. On aide des TPE, des PME à se développer, des startups, à accélérer leur croissance sur différents piliers, produits, marketing, vente, gross marketing, etc., etc. On fait monter en compétences les boîtes. On leur met en place des méthodologies de croissance qui sont propres à nous et voilà, on les aide à développer leur chiffre d'affaires au fur et à mesure. Entre, allez, en général, 80 000 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça va être la grosse branche qu'on va aller bosser. Top. Du coup, pour cet épisode, on a validé un sujet ensemble qui, je pense, Mm. intéresse tous les commerciaux. C'est de raccourcir son cycle de vente. Il y a plein de bonnes pratiques à avoir et je pense que tu en as pas mal et en accompagnant même des entreprises, je pense que tu as les bonnes pratiques que vous pratiquez chez Scalesia, mais aussi que tu as pu voir en accompagnant des PME, des startups sur de la croissance parce que Mm. je pense que le constat, c'est au plus ton cycle de vente est court, au plus ta croissance peut être forte. Du coup, là, l'idée, c'est de partager pour toi les bons conseils à mettre en place quand on souhaite être plus efficace Ouais. sur l'optimisation au final de son cycle de vente, qu'on soit sur des cycles de vente courts, moyens ou longs. Je pense qu'il y a toujours moyen de le raccourcir. Donc, quels sont pour toi, je pense, le premier sujet qui est vraiment primordial quand on est commerciaux et qu'on souhaite améliorer ce sujet? Ouais, effectivement, en fait, le fait d'avoir un cycle de vente long, au-delà du fait qu'on vient collecter l'argent dans plus longtemps, il y a une vraie corrélation en fait entre la durée du cycle de vente et le fait d'aller closer un deal. Donc le pourcentage de closing d'un deal, c'est-à-dire que plus ça traîne, plus il y a de la longueur et moins il y a de chances finalement d'aller chercher le close. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter cette intensité commerciale. Maintenant, comment on va l'apporter? Première chose assez classique, mais qui finalement souvent passe à la trappe, c'est avoir tous les décideurs au bon moment. On tombe toujours sur des prospects qui vont vous dire ouais ouais non mais t'inquiète, c'est moi qui vais gérer ce sujet-là. Non mais t'en fais pas, je vais pouvoir le pousser en interne, puis on reviendra vers toi, etc. etc. Ça, en général, une fois qu'on a le pitch et qu'une fois qu'on a fait la petite présentation de ce qu'on va proposer à l'entreprise, la personne se dit ok, je vais me démerder et je vais le vendre en interne. C'est souvent très très mal fait et une fois que la décision est prise et qu'elle revient vers toi avec un no-go, c'est terminé pour rattraper le deal. Chose où si tu as tous les décideurs autour d'une table et que si tu es capable de comprendre le cycle de vente et le process de décision finalement et le processus d'achat de la boîte avec qui tu parles, en fait, ça va être un gros gros plus derrière pour le closing. Euh, Moi, je me suis noté trois petites phrases justement qui peuvent être intéressantes à aller partager, quelque chose de très opérationnel justement pour essayer d'aller comprendre dans un call les différents process de décision. La première qui va être basée un peu sur un pré-frame, c'est-à-dire qu'on va mettre un cadre en gros à la discussion pour pouvoir aller comprendre le cycle de vente. Exemple, si tu parles à une boîte qui va être de taille, une taille assez élevée, une PME ou une ETI, tu peux dire, ok, vous êtes une boîte finalement qui a déjà une certaine taille. J'imagine que c'est pas la première fois que vous faites X, Y, Z, que vous choisissez un SaaS, que vous vous faites accompagner, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail la dernière fois que vous avez pris une décision comme celle-ci, comment ça s'est passé en interne? Et en fait, le fait d'aller mettre ce petit cadre avant, en fait, ça vient tout simplement adoucir la question de, ok, mais qui est le décideur ou qui choisit, etc., qui est souvent très très brutal, du coup un peu mal reçu. Là, tout simplement, ça nous permet en douceur d'aller comprendre un peu le cycle de vente. Donc cette idée de pré-frame, de mettre un petit pré-cadre avant, ça fonctionne assez bien. Ok. Euh, une autre quand t'as déjà un CEO ou un cofondateur sur la boîte, donc pour des boîtes un petit peu plus petites où tu vas discuter en direct avec le décideur final, quand il y a deux associés, souvent il y en a un qui prend le call pendant une découverte et résultat c'est compliqué d'avoir les deux. Alors tu sais qu'ils vont en discuter en interne, peut-être parce que
l'autre est sur d'autres sujets, peut-être parce qu'il n'y a pas de temps, peut-être parce qu'il est pas parce qu'il est en vacances ou quoi. Mais ça, tu as besoin de le savoir. Donc en fait, c'est jouer un peu l'étonnement du style, ben, tu me disais tout à l'heure que tu avais un associé. Aujourd'hui, on va parler des X prochains mois par rapport à ta croissance ou par rapport à la croissance de ta boîte. Comment ça se fait qu'on soit que deux aujourd'hui sur cet appel? Question hyper ouverte. Et ben, là, il va pouvoir te dire, ben, l'associé est en vacances, c'est moi qui gère ces sujets, etc., etc. Et du coup, ça va te permettre d'aller creuser, d'aller comprendre un peu plus. Et troisième possibilité pour avoir quelque chose de très actionnable finalement dans le questionnement, tu peux y aller un peu brutal en mode bah, d'expérience. Moi, j'ai jamais pitché sans que X soit là, sans que le DAF soit là, sans que le CEO soit là, car je sais que bah, vous avez besoin finalement d'avoir le même niveau d'information pour qu'on puisse avancer. Est-ce que tu penses que ce serait complètement fou qu'il soit là? Ce qui est important dans le, est-ce que tu penses que ce soit complètement fou? Mais en fait, déjà, c'est l'hyperbole. Donc, personne va te dire non, non, mais c'est complètement fou qu'il soit là, en fait, sur le prochain call. Bien sûr que non, parce que si la personne doit être dans ce sujet-là, ben, cette hyperbole, elle va te permettre d'aller chercher ça. Et la deuxième chose, c'est la négativité. C'est-à-dire qu'on va chercher un non plutôt qu'un oui. Au lieu de dire, est-ce que tu penses que ce serait pertinent qu'il soit là? Là, tu vas chercher un oui, ce serait pertinent. Mais là, tu viens chercher un non, ce serait pas fou. Donc en fait, c'est moins engageant pour la personne d'aller te répondre, ben non, ce serait pas complètement fou, que oui, ce serait pertinent. Et résultat, en fait, souvent, tu vas réussir à aller choper le décideur de cette manière-là. Donc ça, c'est trois petits tips qui sont facilement actionnables pour aller chercher du décideur plus facilement en fonction des typologies de boîte. Ouais, j'avoue que c'est top. Et moi, en plus, je remarque sincèrement aujourd'hui la prise de décision dans les entreprises en interne avec la situation actuelle. Le Ouais, nombre de décideurs a fortement augmenté pour un ouais, go-no-go, même sur des ouais. projets où on est sur des paniers moyens qui pourraient être, on va dire, assez petits. Et aujourd'hui, nous, on a pas mal d'études parce que GetAccept, bah, on est un outil où on voit Mm, énormément d'équipes commerciales et on est passé à un petit peu plus de 8 personnes qui rentrent on va dire, dans le prise de décision dans des deals B2B. 8 ouais. personnes, je ne pense pas que, en règle générale, les commerciaux ont identifié les 8 personnes qui vont avoir un impact réel sur un oui ou un non sur leur proposition de valeur. Et donc, il y a plein de méthodologies, mais aujourd'hui, définir en amont, de savoir le décideur avant de commencer à faire un R2, un R3, un R4, c'est presque une erreur de ne pas le faire, surtout sur une période où la prise de décision, c'est pas la personne à qui vous allez parler qui va dire OK, c'est bon, je peux signer, je mets la carte bleue de l'entreprise. Malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de CFO qui rentrent dans la boucle, même sur des outils où ils ne sont pas forcément à même de pouvoir juger la valeur. Mais par Mm. contre, les impliquer, avoir un discours qui leur soit adressé, est hyper important. Ouais, puis ils voient pas la même chose, quoi. Ouais, Surtout, ils ont pas les carrément. mêmes intérêts. Tu vois, parfois, j'ai des entrepreneurs, attends, pour l'accompagnement, je dois voir avec mon comptable. Je dis, pardon, avec ton comptable, parce que le comptable, finalement, il voit des entrées, il voit des sorties. Finalement, lui, il voit des lignes de compte. Là, on va parler d'une sortie, si on parle juste de lignes de compte. Est-ce que ton comptable, il a une vision entrepreneuriale? Est-ce que c'est lui qui va faire la strat, etc., etc.? Il me semble pas. Donc, aller demander conseil, finalement, à ton comptable, c'est un petit peu compliqué. Ça peut être intéressant, tu vois, d'aller intégrer des personnes qui ont cet aspect un peu plus finance, qui sont là pour baquer et cadrer le truc, quoi. Ok, premier sujet, on Ouais. identifie les décideurs. Je pense que les conseils de Jules là, sur justement trouver les bonnes questions pour essayer de désamorcer et avoir tout le monde autour de la table, c'est hyper important. Une fois qu'on a tous les décideurs, comment on fait pour ensuite être plus efficace pour raccourcir justement ce cycle de vente? Si tu avais un Ouais, deuxième ben, conseil à partager. ouais, next step, pareil, un grand classique, hein, pouvoir caler une next step. Attention, une next step, c'est pas un email, c'est pas je te passe un coup de fil, c'est pas je te recontacte, c'est pas énoncer une next step, c'est vraiment caler une next step avec la personne. Donc là, c'est caler un rendez-vous en direct avec la personne. Et ça, ce qui va nécessiter, alors, il va falloir caler la next step et surtout, il va falloir lui vendre la next step pour que la personne ben, soit présente sur la next step. Donc, avec aussi les différents décideurs. Donc là, ben, ça peut être une phrase du style dans le prochain appel, je vais pouvoir t'expliquer exactement comment on va t'aider à mettre en place justement ce système de croissance. Ou alors dans le prochain appel, je vais te présenter une première roadmap en détail où tu vas savoir exactement sur quoi il va falloir que tu bosses dans ton business pour avoir un peu plus de visibilité sur les 6 prochains mois. Est-ce que ça te dit qu'on aille sur ce prochain appel? Mais là, en fait, je suis pas en train de vendre mon produit, mais je suis en train de vendre la prochaine étape. Résultat, putain, mais je vais aller choper de la valeur sur le prochain appel, c'est énorme. J'ai envie de voir cette roadmap-là de 6 mois. La personne n'a toujours pas sorti la carte, bien évidemment. Donc, ben, il n'y a pas de souci. On donne, on donne, on donne, on donne. Et ben, ça permet de donner envie sur l'appel de caler la next step et surtout à la personne de venir sur l'appel une fois qu'elle est calée.
Parce qu'il y en a qui vont un peu botter en touche, Mm. t'inquiète pas, puis ils vont t'envoyer un mail, non, non, mais je suis pas dispo, et après, tu te fais ghoster pendant un moment, quoi. Ouais, moi j'avoue que je suis ultra fan de la next step où on va présenter une méthodologie, on n'est pas Ouais, juste à dire bah, durant le prochain meeting on va creuser le sujet qu'on a commencé durant notre ouais, R1, je vais te montrer le produit de manière un peu plus poussée. Non, ouais, bah, en fait on va parler de maintenant comment tu pourrais utiliser ça pour améliorer ce point qu'on a vu ensemble durant ce R1. Et la next step elle est totalement différente et du coup on peut même justement impliquer à cette étape-là bah, les décideurs quand on a alors après, ça demande un peu de pratique, je pense, d'expérience, parce qu'il faut tout de suite avoir le switch pour dire, on va voir ça, ça, ça. Mais quand on a on va dire une bonne méthodologie, en règle générale, les next steps de R2 sont assez bien définis. ouais. Donc après, bah, ça peut être aussi un sujet à évoquer en interne. Est-ce qu'on a d'autres conseils justement pour aider nos commerciaux à Ouais, raccourcir un cycle de vente? ouais, bien sûr. Ben, ça, c'est plus dans pas sur du live call, mais vraiment dans le pipeline. Souvent, on va avoir des cases un peu tampons dans le pipeline qui vont être là où on va stocker des follow-up long terme ou des deals qui sont un petit peu dormants. Mais en fait, c'est ça qui va faire qu'on va rallonger le cycle de vente. C'est qu'il y a ces deals-là qui vont rester pendant X temps, en fait, dans ton pipe et qui vont pas bouger. Or, un pipeline, ça doit être dynamique. Il doit y avoir un petit peu d'action. Ça doit pas du tout être statique. Donc, en fait, la transaction doit avancer dans ton pipeline, que ce soit fermé perdu, que ce soit à relancer, etc., etc. Donc là, c'est vraiment aller se driver à la tâche, c'est-à-dire une transaction qui n'a pas eu d'activité pendant, par exemple, 2 mois, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait un email qui parte, il faut qu'il y ait une ressource qui soit shootée, il faut qu'il y ait un appel qui soit passé pour voir où la personne en est dans son processus de décision. Et si c'est des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs et que c'est tout à fait normal qu'il y ait un petit peu de longueur dans le pipeline, ben c'est pouvoir nurturer la relation, nourrir ça et envoyer un petit peu plus de ressources pour faire mûrir la réflexion de la personne et surtout dire, OK, je suis là et m'oublie pas, c'est pas parce que ça fait 2 mois qu'on n'a pas parlé que je suis pas là. Et en fait, toutes ces petites interactions et le fait d'aller intensifier la relation commerciale, ça va raccourcir le cycle de vente, surtout sur une fin de cycle. Ouais, ouais, franchement, ça, moi, l'hygiène du CRM et Ouais, l'activité sur les deals, c'est un sujet dont je clairement. lutte en interne souvent, même avec les équipes, parce que bah, c'est des petits détails. Et il y a un autre sujet aussi qui peut être bien, c'est quand on a plusieurs décideurs, justement, cette activité dans le pipeline, elle peut se coupler avec du contenu qui peut être spécifique pour chacune des personnes qui vont être dans le cycle de vente. Mhm. Typiquement, on peut partager un contenu qui est peut-être plus orienté, si on est par exemple sur des directions commerciales pour l'équipe opérationnelle, un conseil, une pratique sur ah ben tiens, je sais qu'on échange ensemble, je te partage un dernier conseil pour améliorer le closing. Par exemple, ça pourrait être de partager le podcast. Et derrière, sur des directions financières, peut-être bah, des dernières études sur l'environnement dans lequel ils Ouais, évoluent et du contenu qui pourrait les aider. Ce qui fait carrément. qu'on a un regard beaucoup plus large que juste je prends des news sur Ouais, qu'est-ce que vous donnez, j'ai pas bidon, trop de quoi. nouvelles. Ouais, Voilà, essayer d'apporter toujours de la valeur sur ces petites tâches, mais on voit la différence Enfin, moi, je vois clairement la différence sur des commerciaux qui font cette activité d'intensité commerciale dans leur pipeline, vs d'autres qui sont excellents en meeting, mais qui ne vont pas avoir cette rigueur de pouvoir aller, voilà, qui vont pendant 2 mois, s'il n'y a pas de meeting, ils vont absolument rien faire. Et là, on voit la différence quand on commence à avoir 10, 15, 20 deals, ça a un réel impact sur bah, les résultats, sur le closing et sur tout simplement, on va dire, la durée du cycle de vente. Est-ce que je crois tu avais deux autres conseils qui pourraient être intéressants à ouais. Je, partager? je peux te faire un 2 en un si tu veux. Un, deux en un? Là, Allez. plus axé closing, là on a vu un peu ben, comment avoir les décideurs, découvertes, etc. Quel est les next step. On a vu quelque chose qui est très lié au process, donc au-delà du call. Là, on va plus se focus sur la fin, donc vraiment sur la partie closing, donc du live pendant l'appel. L'idée, c'est de se dire que l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. C'est-à-dire que un deal qui doit être verrouillé le plus rapidement possible. C'est-à-dire, il ne doit pas traîner, il ne doit pas y avoir trop de réflexion. L'objectif, c'est d'aller matérialiser l'engagement de la personne le plus rapidement possible. Ça va te plaire, toi, avec GetAccess, parce que justement, il y a ces possibilités-là de s'engager en direct sur des digital sales rooms, sur des propositions qui vont être un peu plus dynamiques. Donc là, l'objectif, ben, c'est de se dire, closer un deal, c'est pas forcément collecter l'argent directement, mais ça peut être une signature d'un contrat, ça peut être un appel d'onboarding qui va être booké, ça peut être collecter un acompte. Et en fait, tout ça, ça va être des moyens d'engager la personne, même ne serait-ce que psychologiquement, c'est-à-dire lui mettre une petite action en place qui va faire que, ok, on va passer du statut de
potentielle opportunité à un statut de tu es client et derrière, on avance. Voilà. En gros, on avance, on cale toujours une prochaine étape, on matérialise un engagement, on fait en sorte en fait que toujours on ait ce dynamisme dans le deal. Donc ça va être une première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait de pas bégayer au moment du closing et de rentrer dans une négociation. Si en fait, on peut aller jouer avec la logistique de paiement, par exemple, pour pouvoir faire rentrer quelqu'un plus facilement dans le closing. C'est-à-dire pas rester en mode hyper réticent par rapport à ce que tu as fait au départ. Euh, Si tu as une logistique de paiement au départ qui est tu dois payer en one shot, peut-être que tu peux aller proposer un paiement en 2 fois, un paiement en 3 fois. Peut-être que tu peux aller travailler sur de la facilité de paiement. Peut-être que tu peux faire un extra miles en proposant une heure offerte, un bonus offert, un mois offert si tu as un SaaS. En fait, le petit extra miles qui va te permettre de closer le deal sur l'appel et qui va te permettre de raccourcir ton cycle de vente plutôt que de te dire on attend encore 2 mois parce qu'il attend peut-être un emprunt, parce qu'il attend une levée de fonds, etc. Peut-être que tu peux déclencher la vente en fait beaucoup plus rapidement en faisant ce geste-là et au moins ça te permet de verrouiller. La personne ne repart pas après dans sa frénésie quotidienne en mode je vais comparer avec d'autres personnes, etc., etc. Vraiment sécuriser, mettre son ego de côté, sécuriser la vente, surtout dans le contexte d'aujourd'hui et pas attendre en fait qu'il se passe autre chose dans l'environnement de la personne qui fait que que ça va péter peut-être la vente alors que t'aurais pu verrouiller ça directement sur l'appel quoi. Donc ne pas bégayer et bosser avec cet engagement tacite et la logistique de paiement derrière. Ouais, mais je trouve que c'est extrêmement puissant, surtout sur un meeting de négociation commerciale, d'avoir cette offre, de la proposer et de dire que sans forcément créer un sentiment d'urgence, mais vraiment de se dire, c'est le moment, voilà, je suis prêt à faire un effort pour que ça avance vite parce que moi, je sais que le temps qu'on va passer à hésiter, ça peut passer 1 ou 2 mois. Chacun va perdre du temps et de l'argent. Donc cet extra mile, je te le fais pas forcément que pour toi, je le fais aussi pour moi parce que ça va être du temps passé qu'on va pas déployer à essayer de te relancer. Mais, Après, le piège, enfin, je sais pas si tu l'as, c'est que quand tu fais une offre, et ça peut arriver sur des commerciaux qui peuvent être débutants, ils vont faire cette offre, ils vont un peu bégayer, et derrière, ils vont pas avoir de nouvelles pendant 2 mois, et quand ils vont revenir, le contact va dire ah non mais tu m'avais dit que je pouvais avoir ça. Et du ouais, coup, comment tu fais pour traiter ce sujet qui peut arriver et qui arrive, je pense, à de nombreux commerciaux? là c'est figure d'autorité et la posture. C'est-à-dire en fait c'est pas quand je dis c'est pas faire un compromis pour la personne. C'est en gros moi j'ai un avantage à ce qui se passe ça aujourd'hui. Je suis prêt à récompenser un engagement. Voilà. Si aujourd'hui tu t'engages que tu payes one shot, je suis prêt à te faire 10% peut-être ou 20%. Donc peut-être que ça peut régler une problématique de trésorerie ou en tout cas une problématique de paiement. Moi là, je vais partir en vacances pendant 2 semaines. J'ai envie de closer ça. Je suis à 2 jours de la fin du mois. Je te le dis honnêtement, je suis sur un mois record. Si tu veux, et si ça peut t'aider à t'engager, et si c'est uniquement la logistique de paiement qui est une problématique, je suis prêt à te faire un paiement en 2, 3 fois pour faciliter ça. Comme ça, au moins, ça te permet d'accélérer. Parce que plus vite tu accélères, plus vite tu as des résultats. Et derrière, ce sera peut-être un non-sujet par la suite. Tu vois. Et en fait, c'est simplement aller avancer là-dessus, mais tu pousses tes pions, tu vois, en expliquant et en contextualisant. C'est pas, tiens, je te fais un paiement en 2 fois. C'est pas gratuit. Et ça, il faut l'expliquer, qu'il y a une contrepartie toujours. Exactement. Bah, Voilà. écoutez, franchement, si avec ça, vous n'arrivez pas à raccourcir vos cycles de vente en appliquant De un les jour, de un au moins. jour, je pense qu'on peut quand même gagner quelques semaines si on applique l'analyse des décideurs, les next steps, une hygiène de pipe parfaite et de ne pas bégayer durant le moment où on peut faire des contreparties, mais ces contreparties, elles ont un coût, et elles ont un coût, c'est de finaliser l'acte de vente. Écoute, merci encore Jules d'avoir pris Avec le temps, plaisir. d'avoir partagé. Je pense qu'il y a un maximum de valeur pour de nombreux commerciaux. Est-ce qu'on, enfin, si tu as un endroit où on peut te retrouver ou si on souhaite contacter Scalesia, où Ouais. c'est que tu rediriges nos auditeurs? Bah, sur LinkedIn, Jules Gardère, vous pouvez me retrouver. Je partage plein de tips commerciaux au quotidien sur la vente, sur le business, sur le développement, la croissance, le marketing, etc., etc. On a une newsletter aussi qui s'appelle La Missive. On a un peu plus de 30 000 personnes qui sont inscrites avec des conseils actionnables pour la croissance. Et après, bah, si vous avez envie d'aller plus loin, que l'univers vous parle et que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous, vous pouvez aller voir sur le site internet, m'envoyer un message, peu importe, il y aura quelqu'un pour vous répondre. Donc n'hésitez pas.
Top. Bah écoute, encore merci Jules d'être venu sur Sales Attitude. Avec plaisir. Ciao Kevin.